Bon après-midi tout le monde. Êtes-vous en forme? Oui! En forme de quoi? Ah, hey. C'est parce que là, j'ai l'air innocent comme ça à poser une question. J'ai l'air d'un animateur de télévision, de radio, mais je vais vous poser la question la plus importante que tout médecin devrait vous poser. Mais pas juste vous poser la question, êtes-vous en forme? Monsieur, madame, on va regarder si vous êtes en forme. On va le mesurer. Y a-t-il un médecin au Québec qui fait ça? Puis, c'est pas la faute des médecins. C'est pas de leur faute. C'est que c'est pas important de mesurer si vous êtes en forme. C'est ce qu'on considère collectivement, mais ça, ensemble, on peut changer les choses. Puis cet après-midi, je vais vous raconter l'histoire d'un vieux bonhomme, ça fait 38 ans, qui est chercheur, professeur à l'université, qui est un petit peu tanné et déçu du monde dans lequel on vit, parce qu'il y a des gens qui décident à notre place, alors que le gouvernement, c'est vous autres. Ensemble, on peut décider, puis c'est pas Jean-Pierre Després qui va venir vous dire cet après-midi, voici ce qu'on devrait faire. Non, moi je vais venir vous raconter avec beaucoup d'humilité. Saviez-vous que, j'en parle là-dedans, on va en parler tantôt, parce que là, je fais juste une petite introduction, je prends le micro, puis après ça, moi j'aime bouger. Pour vous autres, là, vous êtes contraints d'être assis à écouter le bonhomme pendant 1 heure. Déliez-vous les jambes de temps en temps, levez-vous, gênez-vous pas pour moi, allez vous chercher un petit café, quelque chose, un petit thé, il n'y a pas de souci, on ne se bordera pas avec ça. On va prendre ça, puis on va commencer à raconter l'histoire. Alors, en passant, merci beaucoup, parce que normalement, je ne sais pas si je peux... Ah, il y en a un autre, OK. Oh, ça va. Ben oui, ça marche. Tout marche. C'est le fun. Je veux vous remercier, parce qu'après-midi, je suis en vacances, parce que normalement, je serais à mon centre de recherche, puis je serais assis, puis je travaillerais devant mon ordinateur. Mais là, je peux vous raconter une histoire, puis j'adore faire ça. J'adore. Plus que jamais. Alors... Comme Judith l'a mentionné, puis tantôt, Judith, on va faire quelque chose. Parce qu'on a un message à envoyer à nos élus. Oui. Hein? On va se mettre tous les deux ici, puis on va faire un selfie, puis vous allez faire des babayes, OK, à nos ministres et à nos députés. On est ici après-midi pour réfléchir au Québec de demain qu'on voudrait laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, qui je suis? Bien là, vous me voyez avec... Je m'excuse en arrière, là, c'est peut-être petit un peu pour vous autres, hein? Ça va prendre les jumelles. Bien là, vous le voyez, le bonhomme avec un sarrau blanc, parce que ça a l'air savant. Hein? C'est un chercheur, il cherche. On espère qu'il trouve. Mais là, il y a un sarrau blanc, puis il est avec ses collègues cardiologues à l'Institut de cardiologie. J'ai fait ça pendant 20 ans. De 1999 à 2019, j'ai eu le grand plaisir de diriger la recherche en cardiologie, ce qu'on appelait dans le temps l'hôpital Laval, puis qui est devenu l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Puis je vais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un qui est décédé d'un cancer il y a 1 an et demi, mon grand ami, Dr. Denis Richard, qui était directeur du centre de recherche. Denis, je t'embrasse, je m'ennuie de toi beaucoup, mais il y a bien du monde qui m'entendent souligner ta contribution remarquable comme leader de la recherche médicale dans la région de Québec. Alors donc, j'ai été là, on a fait de la recherche. Comme Judith l'a mentionné, je me suis beaucoup intéressé à l'obésité, puis l'obésité, c'est pas ce que vous pensez. Je vais vous expliquer ce que c'est très simplement. Tantôt, faites-en pas, là. Je vais vous raconter une histoire basée sur de la science, mais ça ne sera pas lourd après-midi. Je n'utilisais pas des mots à 100$ pour faire savant. C'est pas ça l'idée. Mais c'est de la science, par exemple. C'est de la science. Puis des conférences comme je fais cet après-midi, c'est des centaines que je fais au Québec. Tout le monde me dit à même affaire, docteur Després, comment ça se fait que personne ne nous parle de ça? Comment ça se fait que très peu de médecins nous parlent de ça? Comment ça se fait que notre directeur national de la santé publique ne nous parle pas de ça? Bien, c'est ça qu'on a à réfléchir ensemble. Le Québec de demain, là, qu'on veut, vous votez, vous payez des impôts, on a le droit d'exiger de transformer la société dans laquelle on vit. Bon, alors donc, je fais de la recherche sur les maladies cardiovasculaires, sur la prévention. Je vais vous parler de quelques découvertes qu'on a faites. Puis après tant d'années, ben, tu te dis, ben voyons donc, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui a changé? On est toujours dans le même modèle, la façon dont on parle, entre autres, d'obésité. Fait que j'ai sauté la clôture, comme Judith l'a dit, pour prendre la direction d'un nouveau centre de recherche dont je vais vous parler plus tard cet après-midi. Alors maintenant, c'est quoi la santé, notre vision traditionnelle de la santé au Québec? Ben c'est ça.
On est malade, on va à l'hôpital, on se fait soigner, puis on retrouve la santé. Puis ça, on s'entend que c'est important. C'est important. C'est ça qui donne, puis on se dit, ben ouais, au Québec, notre système, on chiale beaucoup après notre système de santé, mais notre système de santé fait que, vous le saviez peut-être pas, mais notre espérance de vie est presque aussi bonne que celle des Japonais qui sont en haut. Là. Les vénérables du sommet, c'est les Asiatiques, c'est eux autres qui vivent le plus vieux. On est juste derrière, bien en avant de nos voisins du Sud. Là, quand les gens disent « Ah, les Américains, tout est mieux aux États-Unis », je regrette, ils sont 54e dans l'espérance de vie aux États-Unis. Vous savez pourquoi? Obésité. Avant ça, c'est qu'il y a 40 millions d'Américains qui n'ont même pas accès à un système de santé. Fait que quand tu es pauvre aux États-Unis, que tu ne peux pas te payer des assurances, ben tu crèves. Fait qu'il y a une médecine pour les riches, puis il n'y en a pas de médecine pour les pauvres. Alors qu'ici, on peut dire, ben oui, notre système, on pourrait l'améliorer, mais au moins l'accès universel, tu peux être un itinérant, puis tu peux avoir accès aux meilleurs chirurgiens cardiaques du Québec. Puis ça, on peut être collectivement très, très fiers de ça. Moi, c'est ce qui fait que je ne fais pas de cauchemar la nuit en pensant que, encore une fois, il y a des gens qui, parce qu'ils sont pauvres, n'ont pas accès à notre système de santé. Une fois qu'on a dit ça, OK, qu'on a une espérance de vie, notre problème, c'est qu'on développe, à cause du modèle socio-économique qu'on s'est configuré, on développe des maladies beaucoup trop tôt dans notre vie. Un exemple, notre alimentation est bourrée de sel, transformée, pas comme cuisiner à la maison, parce que là, vous avez le contrôle, ça salière dans vos recettes. Tout ce qu'on achète qui est transformé, c'est bourré de sel, c'est bourré de sucre, puis on en mange, l'alimentation transformée. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça fait que, on se retrouve avec des jeunes adultes qui développent, qui commencent leur vie d'adulte, ils font déjà de l'hypertension. Ben, l'hypertension, c'est pas bon pour vos vaisseaux sanguins. À un moment donné, ça les endommage, puis là, ben, il arrive ce qui doit arriver. Fait qu'on a une alimentation hautement transformée, riche en 2 petites poudres blanches, le sel et le sucre. Ça tue prématurément. Ça rend malade prématurément, OK? Puis là, je suis pas en train de dire aux gens, ben, vous êtes bien innocents de manger salé et sucré. Non! Comprenez que c'est tellement facile, il y en a partout. Il y en a partout. Fait que les gens n'ont pas besoin de se sentir coupables, mais on a besoin de réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? On va y revenir plus tard. Mais en attendant, notre modèle, c'est on est malade, alors on fait du diabète. On fait une forme d'obésité dont je vais vous parler tantôt. On fait des maladies cardiovasculaires prématurément. Là, on se fait soigner. Puis à l'Institut de cardiologie, ben oui, on a nos chirurgiens cardiaques, nos cardiologues, qui sont parmi les meilleurs de la planète. Vous pouvez être très fiers de ça. Vous avez accès à des services de santé de très, très grande qualité. Mais, quand on regarde maintenant puis là, c'est pas Jean-Pierre Després qui a fait cette découverte-là. Quand on regarde les grandes organisations de santé dans le monde, ils nous disent que, ça derrière, là, même si vous ne voyez pas derrière, je vais vous dire ce qui est sur mes diapositives, d'accord? La petite barre ici, ce qu'elle montre, c'est que plus de 60% des maladies puis des décès, OK, sont attribuables aux maladies cardiovasculaires, à certaines formes de cancer, aux maladies pulmonaires chroniques, puis au fameux diabète de type 2, pas le diabète de type 1 là, qui se développe chez les jeunes parce qu'ils ne sont pas capables de faire d'insuline. C'est là qu'on développe avec le temps à cause de notre mode de vie. Et donc, tous ces malades-là, qui vont être malades pendant des décennies avant de mourir, ou qui meurent suite à des traitements qui auront été distribués sur plusieurs décennies, ben c'est le résultat de 4 comportements. On fume encore trop, on fume moins qu'on fumait, mais on fume encore trop. On boit beaucoup trop, puis là je ne parle pas du petit cocktail le soir, là je parle de consommation chronique d'alcool quasi quotidienne. On a, je viens d'en parler, une alimentation qui est bourrée de sel, bourrée de sucre, hautement transformée, et on est très sédentaire, puis je vais péter ma coche tantôt quand je vais parler de ce qui se passe dans nos écoles. Et ça, collectivement, là, c'est notre portefeuille, là. C'est pas le budget, ça, du ministre des Finances, du ministre Girard. Il avait annoncé, ça avait fait un article, ça, dans Le Devoir, au budget du 12 mars 2024, mais c'est pas l'argent de M. le ministre, avec tout le respect que je porte, c'est notre argent, là. Ouais. Ben, gérer le système de santé, ça coûtait 62 milliards. Oh, c'est drôle, là. Le chiffre, il est même plus bon, là, au moment où on se parle.
on est plus proche du 65 milliards. OK? Bon. Encore une fois, vous dites, ben, c'est des chiffres, ça, c'est des chiffres. Ouais. Là, vous allez voir, là, j'enlève mon chapeau de professeur-chercheur. Là, je mets mon chapeau de pépé. OK? Avant. Moi, j'ai 66 ans. L'année passée, quand j'ai eu 65, j'ai eu ma lettre du fédéral. Je vous dirai pas les mots d'église qui ont sorti de ma bouche quand j'ai pris connaissance de la lettre. J'ai dit à ma blonde, tu mets 3 petits points au vidange. OK? On peut-tu, s'il vous plaît, arrêter, puis je l'ai entendu de gens qui vous représentent, on peut-tu arrêter d'être condescendant envers les vieux? Là, on a trouvé un mot chic, les aînés. Appelez-moi pas un aîné, parce que j'ai 66 ans. Je suis vieux et je suis fier de l'être. Je ne suis pas un aîné. Quand on parle de nos aînés, on n'appartient à personne. On n'appartient à personne. Hein? Bon. Voilà, mon éditorial est fait là-dessus. Au Québec, regardez comment on s'en va. Alors, là, on va représenter une force politique importante, très importante, d'où l'importance de se lever et de dire c'est quoi le Québec qu'on veut. Et là, ben, j'en reviens peu là. Alors, j'ai parlé de 65 milliards. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, regardez, en 89-90, à l'époque où on était tous un peu plus jeunes, la santé, ça représentait 35% de nos dépenses, OK, collectives. 29% allait à l'éducation. Là, maintenant, on est rendu, puis ça, c'est 2020-2021, c'est même pire maintenant. 2020-2021, on est rendu à 51%. Regardez là où ça fait mal, où Pépé est inquiet. 24% à l'éducation au lieu de 29%. Moi, c'est pas le Québec que je veux pour mes enfants et mes petits-enfants. Le jour où on n'aura plus le moyen d'investir dans l'éducation publique comme peuple, on va disparaître. On va disparaître. L'éducation publique, c'est le bien le plus précieux qu'on peut offrir, qu'une société peut offrir à son peuple. Ça devrait tous et toutes nous préoccuper. Autre éditorial, si vous me permettez. Pourquoi? Parce que tout va à la gestion de la maladie. Tout va à la gestion de la maladie. Puis là, en ce moment, vous savez, on a une réforme, puis je participe, je suis sur un des chantiers. Puis je ne sais pas si le ministre va retenir nos recommandations, mais sachez que c'est la toute première chose qu'on lui dit. Si vous brassez la même salade, juste reconfigurer le système pour gérer la maladie, vous n'y arriverez pas. Il faut faire ce qu'on fait après-midi. Avoir des conversations citoyennes où on décide c'est quoi le Québec qu'on doit se donner, c'est quoi le modèle socio-économique qu'on doit se donner pour qu'on soit en meilleure santé, pour qu'on soulage. Parce que, vous savez, en ce moment, les soins de première ligne, c'est quoi? C'est l'urgence. C'est pas compliqué, va à l'urgence. Ben oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas aller ailleurs, qu'on ne peut pas gérer des choses ailleurs qu'à l'urgence. Un problème grave. Alors, moi, ce que j'ai constaté après toutes mes années comme directeur de recherche en cardiologie, puis là, je vais vous donner des exemples concrets, c'est qu'il y a un immense fossé entre le savoir qu'on a généré, puis on est fiers de ça. On a quand même, vous allez voir, puis c'est pas compliqué ce que je vais vous raconter cet après-midi, mais c'est de la science. C'est de la science made in Québec, si vous me permettez l'expression, qui est utilisée ailleurs dans le monde, mais pas utilisée au Québec. C'est quelque chose qui ne marche pas. Il y a une petite absurdité là-dedans. Donc, il y a un fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Alors, moi, ma passion, c'est d'aller prévenir ces maladies-là dites de société. Je vais vous parler d'une forme de surpoids, d'obésité à risque qui n'a rien à voir avec le poids, qui n'a rien à voir avec le poids santé. Des maladies cardiovasculaires qu'on pourrait prévenir par le mode de vie, du diabète de type 2 qu'on pourrait prévenir aussi par le mode de vie. Puis on pourrait le faire, ça, en médecine. Regardez ce que j'ai écrit. J'ai échoué. Je m'excuse. Il faut croire que je ne suis pas bon. Je n'ai pas réussi à convaincre plusieurs générations, parce qu'à mon âge, j'en ai vu plusieurs, là, ministres de la maladie. Je le dis avec respect. Et je ne vais pas être capable de les convaincre. Fait que j'ai échoué. Puis c'est pour ça que je me dis, si j'ai échoué à convaincre les politiciens, je vais raconter mon histoire comme ça. C'est pour ça que je dis après-midi, je suis content d'être ici. Parce que plus on va être de centaines puis de milliers,
de personnes à réfléchir ensemble, bien, peut-être qu'on peut représenter un poids politique, un poids d'influence. Alors, l'autre chose, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour expliquer cette histoire-là? Parce que tu as beau faire des conférences comme cet après-midi, puis là, c'est formidable, vous êtes beaucoup, mais avant de faire le tour des Québécois et des Québécoises, le bonhomme, il ne sera plus en vie. Hein? Alors, j'ai décidé d'écrire un livre grand public pour combler ce fossé-là. Et le livre, je l'ai appelé « La révolution active ». De la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Puis c'est un livre qui n'est pas écrit pour des universitaires. Hein. C'est le niveau, j'avais mon comité de lecture de gens qui n'avaient pas de diplôme de cégep, ni de diplôme universitaire pour, comprenez-vous l'histoire que j'écris là-dedans? Ah, Jean-Pierre Telbout ne comprend pas. OK, on va le réécrire. OK? Fait que ça, c'est écrit pour que ça soit accessible au maximum de Québécois puis de Québécoises. L'autre chose aussi, j'ai des choses à dire par rapport au livre. Dans l'entente, parce que vous savez, quand vous écrivez un livre avec un éditeur, vous signez un contrat, puis là, ben, on négocie des redevances. J'ai dit des redevances, j'en veux pas. J'en veux pas. Je veux pas qu'on me dise, Després, on sait bien, il parle de son livre, parce que chaque livre qui est vendu, il y a 3 pièces du livre, par exemple, en redevance. Je ne retire aucune redevance de la vente de ce livre-là. C'est le cadeau que je fais aux Québécois, aux Québécoises. Et donc, c'est un peu, moi, une bouteille que j'ai lancée à la mer. Ce que je voulais dire à la population québécoise, ben voici mon histoire, puis saviez-vous que, ben vous savez quoi, là, le livre est sorti depuis 1 an. Là, c'est des milliers de bouteilles qui me reviennent. Je suis tellement fier du peuple québécois qui me disent merci, on ne savait pas, maintenant on sait. Puis le livre est sorti depuis 1 an, j'ai des témoignages de gens qui disent, ben là maintenant je sais quoi faire, vous savez quoi, j'ai plus de diabète de type 2. Je ne l'ai plus. Et ça, il n'y a pas de plus beau cadeau. Alors maintenant, quand je vais comme ça dans les conférences grand public, le commentaire que j'ai souvent, ben, Després, on a de la misère à le trouver, pourtant il est partout dans les librairies. J'entraîne des caisses avec moi. J'ai l'air d'un vendeur de livres, là. Si jamais il y en a parmi vous qui en voulez, j'en ai des copies, d'accord? Puis c'est surtout pour ça que je voulais vous dire que je ne retire aucune. La copie que j'ai dans les mains, là, je l'ai payée de ma poche, OK? C'est moi qui ai écrit le livre. Ça vous donne une idée comment je ne veux pas faire d'argent avec ce livre-là. Maintenant, je vais élaborer, je vais vous parler un petit peu des grands messages qu'il y a dans ce livre-là. Alors, on va parler maintenant d'obésité. J'ai étudié l'obésité toute ma vie, même quand j'ai fait mon doctorat, j'ai fait mes études doctorales là-dessus. Puis ce qu'on voit dans les médias, quand on parle d'obésité, on parle de ça, OK? Ouais, sauf que c'est pas ça la réalité. Je vais vous emmener ailleurs tout de suite. Parce que ça, c'est très stigmatisant, montrer des images comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous montrer des avatars. Vous ne voyez pas en arrière, là, mais c'est expliqué dans le livre. L'obésité, le poids santé, ça se définit par le rapport du... On vous embarque sur un pèse-personne, on dit, bon, ben, monsieur, madame, vous pesez, je ne sais pas moi, 65, 70 kilos. Après ça, on mesure votre grandeur en mètres qu'on élève au carré. Puis ça, on appelle ça, un petit calcul bien simple, votre poids kilo divisé par votre taille en mètres qu'on élève au carré. On appelle ça l'indice de masse corporelle. En anglais, on dit Body Mass Index, BMI. Bon. Et ça, il y a des études qui ont été réalisées chez des millions de personnes dans le monde qui montrent que plus l'indice de masse corporelle est élevé, bien, plus vous êtes à risque de développer du diabète, des maladies cardiovasculaires, l'hypertension, tous les problèmes de santé associés au surpoids et à l'obésité. Sauf que, moi, quand j'ai fait mon doctorat, j'avais des gens comme ça qui avaient un diagnostic soit de surpoids ou d'obésité. Il y en a qui étaient en parfaite santé, il y en a d'autres qui avaient de l'hypertension, qui avaient des problèmes de lipides, qui avaient un prédiabète. Mais pourtant, il y avait le même IMC, puis là, je me grattais la tête, je dis, voyons, ça marche pas, cette affaire-là, là, j'apprends sur les bancs d'école, que le fameux poids santé, c'est important, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, si vous avez un avatar d'un homme qui a un IMC à 30, on définit l'obésité comme étant égale ou supérieure à 30 kg par mètre carré. Bien ça, là, c'est le Québécois moyen. Là. Quand je montre ça, je dis, mesdames, hein? Beau bonhomme, ça, là, voyons, c'est la norme. Regardez ce couple-là, ici, là. Ils ont tous les deux un diagnostic d'obésité, mais ça remplit nos arénas et nos stades, là. Et je veux dire, il y en a partout de ce monde-là. Comment on peut dire, aller stigmatiser les gens et leur dire, tu as un diagnostic d'obésité? Moi, je me rappellerai toujours ma médecin de famille,
qui fait de la recherche avec moi, à la blague, me dit, ben, Jean-Pierre, je viens de calculer ton IMC, tu es dans la catégorie surpoids. J'ai dit, viens faire du vélo avec le bonhomme de 65 ans, à l'époque, c'était l'année passée. Viens faire du vélo avec moi, viens, on va aller faire 100 km ensemble de vélo. On en reparlera de ton surpoids. Tu peux te le mettre où tu penses. C'est pas fin, hein? Mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous voyez, il y avait une incongruité là. Il y a des affaires qu'on ne comprend pas. Et dans les années 80, il y avait un chercheur japonais qui avait utilisé une technique d'imagerie. Vous savez, les gros lifesavers qu'on a maintenant dans les hôpitaux, là, les scanners. Bon. Mais là, à l'époque, c'était des vieux scanners, mais il avait été le premier à dire, hey, on peut scanner l'abdomen, on peut mesurer de façon très, très précise la graisse. Alors moi, j'ai commencé, quand je suis arrivé en 86, j'étais bien jeune, le petit jeune blanc-bec qui n'avait même pas le nombril sec, à 28 ans, commence à faire ses travaux de recherche. Je sollicite la participation de volontaires, des hommes et des femmes. On fait des scanners. Puis là, je trouve très, très rapidement, puis c'est un peu ça qui m'a fait connaître très tôt dans ma carrière. Là, vous avez ici deux individus qui ont le même poids santé, ils ont la même quantité de graisse corporelle totale. On scanne l'abdomen. Vous voyez ici, ça c'est une vertèbre. Ça, c'est les os iliaques qu'on a ici. Vertèbre dorsale. Puis ça, c'est l'intérieur de l'abdomen. Puis ce que vous voyez ici en gris clair, c'est toute la graisse qui est dans la cavité abdominale. Pas celle qu'on a sous la peau. Là. Regardez ça, c'est de la graisse sous la peau que je pèse. On appelle ça de la graisse sous-cutanée. Mais là, c'est la graisse qui est dans la cavité abdominale. Et ça, on a été les premiers au monde, à Québec, à montrer que quand tu as trop de gras, tu rentres dedans dans ta cavité abdominale, on appelait ça l'obésité viscérale, dans les viscères. Bien, la personne ici, même si elle avait exactement le même poids santé que la personne en bas, cette personne-là, elle avait une tension artérielle plus élevée, elle avait des problèmes de transport du cholestérol, elle était plus à risque de faire du diabète de type 2, plus à risque de faire des maladies cardiovasculaires. Ça, c'est une primeur mondiale qui vient de Québec, 1989. Okay? Bon. Et là, je vous montre un petit bonhomme, un dessin, parce que là, je n'ai pas l'intention de vous endormir avec nos travaux de recherche, mais on a été capable, par la suite, il y a des nouvelles techniques d'imagerie qui ont été développées. La résonance magnétique, c'est un autre gros lifesaver, c'est la machine qui fait toc, 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 quand vous allez dedans, là, je vois des faces, vous avez déjà passé ce test-là. Ouais. Bon, bien là, avec cette méthode, avec cet appareil-là, on est capable de tout vous sonner, vous faire des petites tranches, là, évidemment des tranches virtuelles, mais là, on est capable de voir où est toute la graisse qu'on ne pouvait pas voir auparavant. Puis ce qu'on a trouvé, pour vous faire une histoire très, très courte, c'est que quand vous avez du gras par en dedans, vous avez de l'obésité viscérale, vous avez un foie gras, c'est la recette du foie gras. Vous avez un cœur gras, puis vous avez des muscles squelettiques qui sont tout infiltrés de graisse. Et pour cette forme de surpoids-là, où vous êtes gras par en dedans, il y a une seule image qui me vient à l'esprit, le feu est pris dans la cabane. Alors, il y a des tests qu'on fait pour mesurer ce qu'on appelle l'état d'inflammation chronique, mais le feu est pris dans la cabane. Et en passant, les travaux ont montré, vous savez, à un moment donné, quand on a parlé, on dit « Ah, ben les vieux, là, ils sont plus à risque de mourir de la COVID. » Non. Les études d'imagerie ont montré que c'était les gens qui étaient gras par en dedans, qui étaient plus à risque de mourir de la COVID. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ces études-là d'imagerie. Alors, vous voyez, encore, comment se fait que personne ne nous a dit ça? Alors, on dit, ah ben là, c'est le diabète qui fait que les gens qui ont un diabète ou des maladies cardiovasculaires sont plus à risque de mourir de la COVID. Non, non. C'est ceux qui sont gras par en dedans. Puis ils sont gras par en dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont sédentaires. Et il y a des études américaines qui ont montré que quand on se donnait la peine d'identifier les gens sédentaires puis qu'on les suivait, là, une cinquantaine de patients qui avaient eu la COVID, c'est les inactifs qui étaient beaucoup plus à risque de mourir de la COVID que les gens en forme et actifs. Fait qu'avant de stigmatiser les vieux, là, des encabanés parce qu'ils ont la COVID, comprenez l'idée? Oui, oui. Bon, ben ça, c'est la science qui doit être mise au service de la population. Fait qu'un vieux en forme est moins à risque de mourir de la COVID qu'un jeune qui ne l'est pas. On aurait appris ça après-midi. Donc, l'obésité viscérale, là, vous allez me dire, ben là, Jean-Pierre, on fait quoi avec ça? Ben, j'ai bien des affaires à vous dire là-dessus. Mais, qui c'est qui avait entendu parler de ça? Par son médecin. Bon, ouais, lui, il triche, là, parce qu'il est parti faire nos projets de recherche. Bon, alors maintenant,
On dit, OK, on fait quoi avec ça? Ben, c'est l'histoire que je raconte dans le livre. Premièrement, je dis dans le livre, l'obésité, c'est pas ce que vous pensez. Il y a toute une section sur ce que je viens de vous raconter, là, parce que là, je fais ça vite. Là, sans ça, on va être ici jusqu'à minuit ce soir. Alors, je parle de 4 signes vitaux du mode de vie qui sont importants à mesurer, qui ne sont pas mesurés en médecine, puis qui devraient être mesurés. Puis, j'élabore là-dessus dans le livre. J'ai parlé tantôt de « Êtes-vous en forme? » Ben, ça, on appelle ça la condition cardio-respiratoire. Je vais vous expliquer ce que c'est. Après ça, je vais vous parler du fameux tour de taille. Là. Ben, ça, c'est parce que pour un poids donné, plus votre tour de taille est élevé, plus vous avez de chance de faire du gras par en dedans. Il y a des outils aussi pour mesurer, pas pour compter vos calories. Moi, je travaille 60 heures par semaine. Je n'ai pas le temps de compter mes calories. J'ai une vie. Là. Il y a des choses bien plus simples que ça, qui peuvent vous permettre d'évaluer la qualité de votre alimentation. Si vous mangez bien, vous mangez mal, vous mangez moyennement bien, puis votre niveau d'activité physique. Alors, oh mon Dieu, avec l'âge, on perd des chums. Hein? Ça, c'est un autre chum que j'ai perdu, puis il est même pas mort de maladie chronique. Là. Il s'est fait remplacer une hanche, puis il est décédé d'une infection suite à son remplacement de hanche. Ça, c'est mon bon ami Steve Blair. Vous voyez, c'est en 2013. On était à un congrès de cardiologie américain ensemble. Lui, là, c'est le... On ne peut plus dire ça maintenant. C'est plus le bon mot. J'allais dire c'est le pape de la condition cardio-respiratoire, mais pas sûr que c'est un compliment que j'y fais. C'est le gars le plus connu dans le monde pour ses travaux de pionnier sur... C'est lui qui a montré, en suivant des cohortes d'hommes et de femmes, chez lesquels on avait fait des tapis roulants, tout simplement. Puis là, on ne parle pas de tapis roulant, là, où vous avez des symptômes, ah, docteur, je suis plus capable. Non, non. Docteur, là, je t'ai soufflé, OK, on arrête. Ça, si vous faites juste les premières étapes du test d'effort, vous êtes essoufflé, vous avez une faible condition cardio-respiratoire, bien, lui, il a été le premier au monde à montrer, puis ça remonte à 1989, alors ça fait longtemps. Lui, il a montré que si vous avez une faible condition cardio-respiratoire, donc vous n'êtes pas capable. Puis là, on me demande souvent, c'est quoi une marche rapide? Je vais vous le montrer, c'est ça une marche rapide. Ah, c'est bon. Je vais vous le montrer, OK? Ça ne veut pas dire que vous devez faire ça tout de suite la première fois que vous allez prendre une marche, là. Mais c'est ça qu'il faut viser. Ça, là, avec ça, là, vous avez des bénéfices cardiovasculaires spectaculaires. Ah, oui. Mais ça, vous n'aurez pas ça au début, là. Vous n'avez pas ça au début. On prend notre temps, on augmente tranquillement. OK? Fait que je veux vous donner des outils très simples et concrets. Vous allez dire, ouais, on n'a pas le temps de faire du lèche-vitrine. Quand on marche de même, là. Bon. Et lui, ce qu'il a montré, donc, si vous avez une faible condition cardio-respiratoire, comparativement à ceux qui ont une bonne condition cardio-respiratoire, ça, c'est les dames, mesdames, et messieurs sont ici, ben, vous n'êtes pas 2 fois plus à risque de faire un accident cardiaque. Ça, c'est doubler votre risque d'accident cardiaque, c'est le risque associé à faire du cholestérol. Augmenter votre risque d'accident cardiaque de 2 fois et demi, c'est le risque associé à faire de l'hypertension. Même chose pour le diabète, 2 fois et demi. On n'est pas dans ces ordres de grandeur-là. Là, une faible condition cardio-respiratoire augmente votre risque de maladie du cœur de 8 à 9 fois. Comme dans l'annonce, oh boy. Ouais. Oh boy. C'est beaucoup plus important d'améliorer sa condition cardio-respiratoire que de baisser votre cholestérol. Puis je ne suis pas en train de dire d'arrêter de prendre vos... C'est pas ça que je vous disais après-midi, là. Je suis en train de vous dire d'arrêter de prendre vos statines, puis vos médicaments pour la tension artérielle et le diabète. Mais s'il y a quelque chose que vous avez besoin de cibler, c'est votre condition cardio-respiratoire. C'est le déterminant numéro 1. Là, il était le premier au monde à montrer ça. Après ça, maintenant, il y a des centaines d'études sur des cohortes qui ont été faites en Asie, en Europe, partout, ici aussi, qui ont montré que cet homme-là, Steve Blair, avait raison. Donc, un message que je vous livre, je vois qu'il y a l'image, ça n'a pas d'importance, mais la santé cardio-respiratoire, c'est le déterminant numéro 1 de ce qui va vous arriver dans votre vie. Puis la recette, puis là, on ne vous demande pas de devenir des Alex Harvey, là, c'est pas ça l'idée. Juste de vous sortir de cette zone où vous avez une faible condition cardio-respiratoire, puis d'avoir une à peine moyenne, là, à peine moyenne. Ça va réduire de 80% votre risque. C'est fou. C'est spectaculaire. Et ça, c'est le Dr Blair qui est en haut et qui m'écoute. Salut Steve. Il vous dirait une bonne marche quotidienne, puis comme on dit au Québec, ça fait un job. Pas plus que ça. Bonne marche d'une demi-heure tous les jours, vous venez de vous sortir de cette zone à risque-là. Pas compliqué, là. Mais il faut le faire, par exemple. Il faut le prendre, le médicament de la marche, à tous les jours.
Bon, là, je vais péter ma coche. Ben là. Au Québec, saviez-vous que, il y a beaucoup de grands-parents, je n'ai pas encore ce plaisir-là, mais quand je parle à des papas et des mamans dans la trentaine, quarantaine, ben, les enfants ont tous fait le test des BIP, le test navette dans les écoles. Ça, c'est quoi, là? Ben, BIP, BIP, ça va de plus en plus vite, BIP, 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 comprenez? Puis là, les enfants, les adolescents ont à suivre la vitesse. Il y a des cônes, là, puis il faut se rendre aux cônes. Alors, vous comprenez que c'est un test de terrain pour mesurer, voir si nos enfants sont en forme ou pas. Le professeur d'éducation physique, il note ça, puis moi, j'ai 4 enfants. Les 4, là, ont fait le test, ça s'appelle le test navette. C'est un excellent test de terrain pour mesurer le déterminant numéro 1 de ce qui va arriver à nos enfants, nos adolescents. Vous savez ce qu'on fait de ces données-là au Québec? Non. On les met à la poubelle. Mais pourquoi qu'on les fait d'abord? C'est pas logique. Il parlait de ça au ministère de l'Éducation, de la Santé. C'est aller parler au ministre de la Santé. Bien, c'est ça, là. Il y en a comme peuple, là. On va dire, voyons, c'est ça qui est le plus important à savoir. Nos enfants sont-ils en forme ou pas dans les écoles? Regardez-là comment on les bourre de pilules, là. Un esprit sain dans un corps sain, c'est pas ça qu'on fait au Québec dans nos écoles publiques. On fait des têtes pleines dans des corps sédentaires, inactifs et malades. C'est ça qu'on fait au Québec. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui va le dire? On va se lever collectivement et dire, c'est pas ça le Québec qu'on veut? Drainville allume. C'est ça que nos enfants ont besoin de faire. Jouer dehors 3 jours. Là, on se pose des questions. Saviez-vous que... Moi, les miens sont pareils, hein? Voyons, ils ne sont pas distincts des autres, mais il y a une recette pour ça. Saviez-vous qu'une heure d'activité physique vigoureuse à tous les jours contrecarre les effets négatifs du temps d'écran? Non. Vous ne savez pas ça? Ben oui, mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Là, on dit, là, il faut trouver des stratégies pour diminuer le temps d'écran. Nos enfants, c'est une catastrophe. Je suis d'accord avec vous. Faisons-le, brassons le cage vigoureusement toujours. Il faut qu'ils s'amusent, là, à s'amuser toujours. On vient d'enlever les effets, une grande partie des effets délétères du temps d'écran, plutôt que des pourris de pilules. Alors ça, c'est un gros facteur de risque pour sa trajectoire de vie. Organisons-nous pour procurer des environnements pour que nos enfants, ils bougent tous les jours 1 heure. Écoutez, je suis un scientifique, là. Le français, les mathématiques, les sciences, la culture, bien sûr que c'est important. Faire bouger nos enfants 1 heure à tous les jours, c'est une absolue nécessité pour l'avenir socio-économique du Québec. Regardez, là, vous avez vu tantôt, là, le pourcentage des budgets de l'État qui va à gérer la maladie. Pensez-vous que ça va être mieux, là, avec la génération d'enfants qui vont débuter leur vie d'adulte? Ils n'auront jamais... Vous étiez bien plus en forme qu'eux autres dans votre temps que maintenant. Pensez-vous que ça va être mieux? Non. Pensez-vous que ça va être mieux? Il y a un immobilisme. Alors, là, je vous ai parlé de la condition cardio-respiratoire, puis là, ben, j'espère que tout le monde, on se dit, regardez, là, si vous allez marcher 5 minutes, c'est mieux que pas du tout. Juste le fait de se lever, marcher 5 minutes. Mes parents sont dans un CHSLD. Père a 93 ans, ma mère a 91, j'ai encore le bonheur de pouvoir lui donner des petits bisous dans le cou. Papa, il faut juste marcher dans le corridor. Lève-toi de temps en temps, il va juste marcher dans le corridor. Il n'y a pas de personnel là, pour les inciter à faire ça. Puis je les blâme pas. Je les blâme pas. Mais s'ils veulent garder leur fonction cognitive, là, je vais en parler tantôt, là, juste se lever comme ça rallume son cerveau. Juste se lever. Un petit 5 minutes dans le corridor. À 3h30 déjà. Plutôt que d'être parqué dans la chaise versante toute la journée. Alors, maintenant, cette fameuse graisse viscérale, vous comprenez, ça a été ma passion toute ma vie parce que je trouve, c'est rare les matins où je lis pas quelque chose, une connerie dans nos magazines ou nos journaux, lorsqu'on parle de surpoids et d'obésité, on vous dit n'importe quoi. On vous dit vraiment n'importe quoi. Puis si vous me dites, Jean-Pierre, je suis mêlé, je vous comprends d'être mêlé parce que vous lisez vraiment n'importe quoi dans les médias. S'il y a une chose que vous avez besoin de savoir, moi ça fait 30 ans que je ne me pèse plus, mais je surveille mon tour de taille par exemple. Dans le livre, je vous montre comment le faire devant un miroir. Vous le faites toujours au même moment de la journée. D'un miroir, prenez n'importe quel ruban à mesurer, un ruban
couturier, vous le placez sur vos crêtes iliaques, puis là, vous assurez qu'il est dans un plan horizontal, puis là, vous ne contractez pas vos muscles abdominaux, hein, vous gardez les muscles abdominaux relâchés, vous mesurez votre tour de taille. Après ça, vous enlevez le ruban, puis vous recommencez. Puis si d'une fois à l'autre, la différence est de moins de 1 cm, bien, vous avez bien mesuré votre tour de taille. Moi, ça fait 30 ans que je ne me pèse plus, parce que j'ai fait ces découvertes-là il y a très très tôt, et je ne veux pas que mon tour de taille augmente avec le temps. Mesdames, je m'adresse à vous maintenant, parce que nous autres, les gars, on est pas mal bons pour faire de la bédaine. Hein. Moi, je viens d'une famille de bédonnants, puis je peux vous dire, je travaille fort pour pas que ça pousse, cette affaire-là. Parce que, non, mais c'est vrai, il y a une génétique de ça. Il y a des familles, mais on va vous dire ça, là, amusez-vous à regarder les familles. Il y a des familles qui sont gras uniformément, ils ont ça sous la peau. Hein? Il y a des madames qui ont des fesses assez proéminentes avec des cuisses. Cette graisse-là n'est pas dangereuse. Pas du tout. Absolument pas dangereuse. Même qu'elle vous protège contre les infarctus et le diabète. On ne savait pas ça. Ben oui, non. Cette graisse-là, là, est bonne. Elle est bonne pour votre cœur, elle est bonne pour votre métabolisme. Alors que la nôtre, messieurs, là, qui pousse là par en dedans, le petit bedon dur, pas mal dangereux pour les maladies du cœur, pour le diabète de type 2, pour l'apnée du sommeil. Pourquoi? Parce que quand vous êtes gras par en dedans, vous êtes gras par en dedans ici dans le cou. Là. La circonférence du cou est augmentée, puis votre langue, là, parce qu'on l'a scanné, la langue, là, elle est bourrée de graisse, ça ressemble à un pogo. L'intérieur de la langue est bourré de gras. Ça obstrue vos... J'aime ça donner des images, comprenez? Est-ce que vous me suivez? Oui, hein? Bon. Ben ça, là, plutôt que de porter des appareils de pression positive, là, allez marcher, faites fondre la bédaine, puis vous allez voir, vous allez retrouver, la langue va se dégraisser. Ça va vous faire un beau sujet de conversation, madame, à Noël. T'as bien la langue épaisse! Qu'est-ce qui se passe? Ta langue va-tu bien? Mais vous voyez, c'est pas compliqué. Quand on le sait, c'est pas compliqué. OK? Alors, le tour de taille. Moi, ça fait 30 ans que je mesure mon tour de taille. C'est beaucoup plus important que le poids parce qu'on a montré que, je vais commencer par les messieurs. Les messieurs, quand on prend les messieurs à bédaine, vous savez qu'ils perdent le pantalon parce que la musculature des fessiers est atrophiée, là, OK? On fait bouger ça, ces messieurs-là, ils reprennent de la masse musculaire un peu parce que là, ils marchent, ils perdent du bedon. Ben voyons, puis ça, on a fait des études, là. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, docteur? J'ai du jeu dans mon pantalon, puis mon poids n'a pas bougé. Un de nos plus grands succès dans nos études d'intervention, on a un monsieur avec, après 3 ans, il avait perdu 3 onces. Hey, c'est rien, 3 onces, imaginez. Tu ne pèses personne, ben ça paraît pas. Il dit, voyons, que c'est... Il avait perdu 10 cm de tour de taille. Sa graisse viscérale avait diminué, fondu de 80%. Mais si vous aviez suivi, vous aviez évalué cet homme-là sur la base du poids, vous auriez dit, ben, tu ne m'écoutes pas. Vous auriez été son médecin. Voyons, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne m'écoutes pas. Ça fait 3 ans que tu me dis que tu fais de l'exercice. Tu n'as pas perdu 1 livre. Ouais, mais mesure donc mon tour de taille, doc. Il a diminué de 10 cm. OK? Et donc, quand vous allez voir votre médecin, s'il ne mesure pas votre tour de taille, doc, c'est parce que tu passes à côté de la plaque, là. De temps en temps, j'aime ça quand il y a un doc qui m'appelle et dit « Hey, Després, je me fais engueuler par ma patiente, je n'ai pas mesuré son tour de taille. » Ben oui, mais fais ta job de médecin. Tu veux que je te dise, tu as oublié de mesurer le plus important. Maintenant, mesdames, on a fait une étude aussi, on a suivi des femmes pendant 7 ans. Pendant 7 ans, ces femmes-là, leur poids n'avait pas changé. Hey, ça va bien, hein? Ça va bien, docteur Després, on n'a pas pris de poids. Oui, mais mesdames, votre tour de taille a augmenté de 4 cm. Vous avez pris 30% de graisse viscérale, puis maintenant vous faites du prédiabète. Ben oui, mais mon poids n'a pas bougé. Vous savez ce qui se passe avec la ménopause, mesdames? On perd un peu de masse musculaire, on perd un peu de cette fameuse graisse des fesses et des cuisses qui vous protège contre les maladies du cœur. On devient plus tronculaire. Et la bonne façon de faire fondre cette graisse-là, ben là, la bonne nouvelle, c'est que vous devenez un peu comme des hommes. À cause de la chute de vos hormones féminines, vous allez répondre de la même façon que les hommes à l'activité physique et à l'exercice. Ça, c'est la bonne nouvelle. Fait que cette graisse-là que vous prenez à la ménopause, c'est normal. La meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de reconfigurer un petit peu la qualité de son alimentation. Pas besoin de se mettre au régime, on va en parler tantôt. Bougeons. Donc, tour de taille, signe vital. Et là, je veux juste vous montrer, encore une fois, nul n'est prophète dans son pays. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de campagne au Québec nationale où on vous explique ça? Le poids, mettez ça à la poubelle, oubliez ça. Suivons notre tour de taille.
Il n'y en a pas de campagne. Mais c'est parce que c'est bien plus important que le poids. Pourquoi on ne vous le dit pas? Pourquoi on ne vous le dit pas? Non. Étude de la fameuse clinique Mayo aux États-Unis. Alors là, c'est pas Després qui le dit, ça doit être vrai. 650 000 personnes qui ont été suivies pendant 9 ans. Ce que vous avez ici, vous ne le voyez pas en arrière, là? C'est des petits points qui vous montrent le risque de mortalité. Alors, plus ça monte ici, je vais vous expliquer c'est quoi les petits points sur le graphique, plus ça monte, plus le risque de mortalité augmente. Alors ici, le groupe de référence, OK, regardez, 22,5 à 25, ça c'est un groupe, et là, il y a des dizaines de milliers de personnes dans juste ce petit point-là, parce que la cohorte est tellement grosse. Eux autres, ils ont un poids santé, puis en plus, ils ont un tour de taille normal. Ce que vous avez ici, là, c'est l'augmentation du risque de mortalité associée à des différences de 5 cm dans le tour de taille. Mais ils ont tous le même poids, vous comprenez? Ouais. Sauf qu'ils ont des différences dans leur tour de taille. Regardez l'augmentation parfaitement linéaire dans le risque de mortalité associé à l'augmentation du tour de taille, mais pas l'augmentation du poids. On va aller maintenant dans une fourchette où il y a de l'obésité, OK? 30 kg par mètre carré. Là, on est dans un diagnostic de... C'est la même affaire, puis vous voyez que les personnes qui ont un diagnostic d'obésité ne sont pas plus à risque de mourir que ceux qui ont un poids normal. On vous dit n'importe quoi quand on centre l'évaluation de votre santé sur la base de votre poids. Le tour de taille est beaucoup plus important. Là, c'est pas Jean-Pierre Després qui vous montre ça cet après-midi. C'est la clinique Mayo avec 650 000 personnes. Fait que, quand je fais mes conférences à des médecins, spécialistes ou généralistes, je leur dis, si vous ne mesurez pas le tour de taille de vos patients, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que vous faites comme médecin. Aucune espèce d'idée. Alors, vous voyez, j'étais, au début septembre, j'étais invité à parler de mes travaux par une association médicale coréenne à Séoul. Là, vous voyez, on est en train de manger un petit barbecue après la conférence. Là. Il est bon, le barbecue coréen. Mais c'est pas pour ça que je veux vous montrer ça. C'est juste me rappeler de vous dire que nul n'est prophète dans son pays. Ça fait plusieurs fois que je vais à Séoul, parce qu'eux autres, le tour de taille est mesuré de façon systématique chez tous les Sud-Coréens. Alors ça, c'est juste pour me rappeler qu'ils ont une publication scientifique où ils ont mesuré, ils ont des données de tour de taille chez 24 millions de Sud-Coréens adultes. Puis qu'est-ce que vous pensez qu'ils trouvent? Ils trouvent exactement ce que je viens de vous dire. En Corée du Sud, c'est pas le poids qui est important, c'est le tour de taille. Eux, ils l'ont fait, c'est des concepts qui viennent de chez nous. C'est un petit peu insultant de voir que d'autres pays utilisent nos travaux de recherche alors que chez nous, ça dort sur les tablettes. C'est pour ça que j'ai écrit un livre pour vous raconter cette histoire-là. Vous dites, regardez, là, ça ne marche pas. On ne vous raconte pas ça. Alors, l'Institut national de la santé publique a produit un rapport, parce qu'eux ont quand même des données sur le tour de taille, ils n'en ont pas fait un grand plat. Ils en sont arrivés à la conclusion que, justement, les tours de taille avaient augmenté beaucoup, puis que ce que j'appelle, moi, l'obésité abdominale, ben, ça va doubler au Québec. Ça a fait un article dans le Devoir, puis on n'en a plus jamais entendu parler. Alors, à quand une campagne nationale sur le tour de taille? Alors, là, je vous ai parlé de 2 signes vitaux. Alors, moi, je fais de l'exercice à tous les jours, puis comme j'ai une vie de fou, moi, j'ai décidé de régler ça le matin. Je me lève le matin, puis je m'entraîne. Puis après ça, ben, je dis le reste de la journée, faites ce que vous voulez de moi. Après-midi, je suis en vacances, ça c'est le fun. Et normalement, après ça, je dis à ma gang, là, au CIUS de la capitale nationale, puis en passant, ben là, je suis à votre disposition, mon entraînement est fait. Je suis zen, là. OK? Et je vous ai dit que je surveillais mon tour de taille, ça fait 30 ans que je me pèse. Bon, maintenant, on va parler de quelque chose qui est mauvaisement compliqué, l'alimentation. Vous allez voir comment on va vous simplifier l'histoire pas mal l'après-midi. Ça, c'est un cardiologue américain qui a beaucoup écrit sur la nutrition. Puis j'adore ses travaux parce qu'avec lui, c'est simple. Vous allez comprendre. Il s'appelle Barry Mozaffarian, il était à l'école de santé publique de Harvard, mais il est médecin, il est cardiologue. Et lui, il a accès à 3 grandes cohortes populationnelles. Aux États-Unis, ils sont capables du pire, ils sont capables du meilleur. Le pire, on n'en parlera pas, n'est-ce pas? Mais on va parler du meilleur. C'est le pays qui investit massivement en sciences. Et à Boston, ils ont 3 études. Ils suivent 150 000 personnes depuis plus de 40 ans. Ils ont des cohortes d'infirmières. Ça s'appelle la Nurses Health Study 1, Nurses Health Study 2, 2 grandes cohortes d'infirmières.
puis une grande cohorte de professionnels de santé et de médecins. Tout ensemble, ça fait 150 000 personnes. Puis, donc, ces cohortes-là sont suivies depuis maintenant, comme je vous dis, 40 ans. Puis ce que le docteur Mozaffarian a fait, c'est extrêmement simple, vous allez voir. Plutôt que de dire, ben là, parce qu'ils remplissent des questionnaires, les participants, les 150 000 participants, puis là, ben, ils calculent combien de calories ils mangent à tous les jours, les hydrates de carbone, les protéines, les lipides, les polysaturés, monosaturés, tout ça. Lui, c'est bien plus simple que ça, ce qu'il a fait. D'habitude, quand je raconte cette partie-là de l'histoire, il y a des murmures, ça rigole dans la salle. Vous allez comprendre pourquoi. Il a demandé aux participants combien de fois par semaine vous mangez des chips, des frites, des charcuteries, de la viande rouge, beurre, des desserts, des sucreries, des farines blanches. Combien de fois par semaine vous mangez du fromage, des légumes, des noix, des grains entiers, fruits, yogourts, puis des boissons sucrées, lait, etc. Ce que vous avez à droite, c'est les groupes, les aliments qui ont fait prendre du poids dans les 3 cohortes distinctes dans le suivi des cohortes, OK? Puis à gauche, c'est ceux qui ont été associés à des diminutions du poids. Là, vous allez voir, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui fait prendre du poids dans les 3 cohortes distinctes? Les chips, bon Dieu, on n'aurait jamais pensé ça. Les frites, les charcuteries, les sucreries et desserts, et les farines blanches, et les boissons, les fameuses boissons sucrées. Okay? Mais qu'est-ce qui fait perdre du poids? Un petit peu le fromage pas mal neutre, les légumes, les noix, les grains entiers, les fruits, le yogourt. Donc, là, on vient de simplifier pas mal les affaires. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Moi, ça fait, je vous ai dit tantôt, ça fait 30 ans que je ne me pèse pas. Moi, j'ai une vie un petit peu... Mes enfants me trouvent un peu fou, là, parce que je vous l'ai dit tantôt, je suis en vacances, j'abuse l'après-midi de votre temps, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Mais mes enfants me disent, on ne fera pas ta vie de chercheur, une vie de fou, ça, là, tu travailles tout le temps. Je ne travaille pas, c'est une passion. Mais moi, j'ai pas le temps de compter mes calories. Mais ça, c'est pas une poubelle. C'est pas une poubelle. Fait que regardez, la recette elle est simple. Puis le docteur, ça vient pas de Jean-Pierre-Després après-midi, là, c'est un des cardiologues les plus influents du monde, de la nutrition dans le monde. Il dit, regardez, un petit peu moins de ça. Ça ne veut pas dire qu'on arrête. Si vous mangez de la poutine, là, en mangez-vous une fois par semaine, en mangez-vous une fois par mois? Je dis, ben, jamais c'est encore mieux, mais mettons, je veux pas culpabiliser personne. Comprenez combien de fois par semaine manger les affaires qui faisaient prendre du poids, les chips, les poissons sucrés, puis je dis aux gens, coupez juste ça de moitié. Ah! Ne dites pas de bannir ça. Non, non. Juste couper de moitié. Puis augmenter de 50% les affaires qui sont bonnes pour la santé. Juste ça. Vous saviez le nombre de personnes qui ont dit « on a essayé ça, puis c'est facile. » Il s'agit juste d'y penser. Moi, c'est moins de ça. Mais remplacer ça par quelque chose. Parce que moi, je dis souvent aux gens, si vous êtes, je ne sais pas, ma diététiste, puis vous me dites « Jean-Pierre, on va te mettre au régime, moi je sors de la pièce. T'es plus mon ami. J'aime bien trop manger pour ça. Mais ça, c'est pas une poubelle. Au Québec, on traite ça. Pas juste au Québec, pardon, en Amérique du Nord, partout dans le monde, on traite ça comme une poubelle. Gardez juste ça à l'esprit, c'est expliqué dans le livre. Un petit peu moins de ceci, un petit peu plus de cela. Vous n'aurez pas besoin de vous mettre au régime, vous allez avoir des effets spectaculaires, je vous le promets, sur vos indicateurs de santé. Portez une attention particulière à ce que je vous disais tantôt, les 2 petites poudres blanches. Le sel, parce que regardez les étiquettes de tout ce que vous achetez. Quand vous faites à manger à la maison, vous avez le contrôle sur le sel que vous ajoutez. Moi, je suis un homme sans sel parce que je viens d'une famille. Moi, là, tension artérielle, là, je fais de l'hypertension très, très, très facilement. Je n'ai pas besoin de vous dire que si je mangeais tout ce qui est transformé par l'industrie, je ferais ces pilules d'aplomb. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a du sel partout. Solution, bien, il faut se faire tout simplement manger. Puis je suis un homme sans sucre. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Mais si vous sortez le sucre de votre alimentation, vous allez manger à votre faim, OK? Vous allez manger à votre faim, manger à votre faim. Il n'y a plus de sucre. Il y a bien des affaires qui partent à ce moment-là de votre alimentation. Si tout ce qui contient du sucre ajouté est enlevé. Hey, ça veut dire les galettes, les muffins, les gâteaux,
Mes gars me disent, papa, ta vie est plate. Non, non. Papa se sent tellement mieux depuis qu'il ne mange plus de sucre. Tellement mieux. Je ne retournerai pas en arrière. Et c'est facile. Mais savez quoi? Quand j'arrêtais de manger du sucre, là, pendant un mois, il était comme un drogué qui était en manque. Ouais. Vous allez expérimenter exactement la même chose. Vous allez voir, ça, rassurez-vous, ça part. Mais il faut manger, par exemple. Il faut manger d'autres choses pour compenser. Alors là, je vous ai parlé de l'alimentation simplifiée pour quelqu'un qui n'a pas de temps à mettre là-dessus, d'énergie à mettre là-dessus comme moi. Maintenant, on va parler de l'activité physique. Là, je vous amène, j'ai l'avantage d'être un vieux chercheur, c'est qu'on a des chums partout dans le monde. Là, je vous amène, on s'en va en Angleterre, on s'en va à Cambridge, une belle université, magnifique campus. On s'en va rencontrer un de mes grands amis, qui est le directeur là-bas, le docteur Nick Wareham, qui lui a la chance de travailler avec des gens comme vous. Il a eu les budgets, lui, pour monter une grosse cohorte de 25 000 personnes comme vous qui suit depuis maintenant une trentaine d'années. D'accord? Là, je vais vous montrer ce qu'ils ont trouvé ensemble. Alors, c'est une cohorte. Dans ce cas-ci, l'analyse porte sur 10 000. Oubliez les je vais vous expliquer ce qu'il y a là-dessus. Alors, les barres noires, ça vous montre le taux en pourcentage, le pourcentage de cette cohorte-là qui ont eu des maladies coronariennes, des maladies du cœur. Okay? Puis les barres noires, ça vous montre le risque associé. SM, ici, avec SM, c'est des hommes et des femmes dans cette cohorte-là. C'est le comté de Norfolk en Angleterre, le comté de Robin Hood, de Robin-des-Bois, qui avaient de l'obésité abdominale, des tours de taille élevés, d'accord? Et donc, ce que les collègues de Cambridge ont montré, tant chez les madames que chez les messieurs, les barres noires ici, c'est que si les hommes et les femmes ont de l'obésité abdominale, des tours de taille élevés, bien oui, vous voyez, ils sont plus à risque, 50% d'augmentation du risque de maladies coronariennes, de maladies du cœur. Ça, on sait ça maintenant depuis une bonne quinzaine d'années. Mais les collègues à Cambridge sont comme moi, ils s'intéressent, ils ont des questionnaires standardisés, puis ils ont été capables de classifier toute cette cohorte-là de inactif à actif. Et là, regardez comment c'est beau. Regardez les actifs ici. Les barres noires, ils ont des tours de taille élevés, ils ont de l'obésité abdominale, mais ils sont actifs physiquement. Ça veut dire qu'ils vont marcher tous les jours. Mais même avec leur obésité abdominale, regardez le taux de maladie coronarienne chez les hommes et chez les femmes diminué de 50%. Ça veut dire quoi comme implication pratique? Docteur Després, hey, j'ai suivi votre conseil, ça fait 2 mois que je marche tous les jours avec mon chien, avec ma blonde ou avec ma laisse. Je fais semblant que j'ai un chien. Puis, mon tour de taille n'a pas baissé. Faites-vous-en pas, M. Bérubé, vous venez de réduire votre risque de 50%, même si votre tour de taille ne baisse pas. Y a-t-il quelqu'un qui vous dit ça? Non. Méchante bonne pilule. Moi, 50%, là, j'achète ça n'importe quand. Même si votre tour de... Évidemment, si votre tour de taille baisse, bien là, le risque associé à l'obésité abdominale va diminuer, mais l'activité physique en soi, c'est cardio-protecteur. Donc, moi, là, je m'étouffe quand je lis des articles dans des coupures de presse qui disent « Ah, ben là, pour perdre du poids, l'exercice, c'est bon rien, il faut vous mettre au régime. » Pensez-vous qu'on rend service à la population québécoise, c'est-à-dire des stupidités comme ça qui ne sont pas basées sur la science? L'activité physique, l'exercice... Vas-y, Judith. Mais les pilules, là, pour... On va en parler tantôt. Okay? On pourra en parler de Ozempic tantôt, pas de problème. Okay? On va répondre à toutes vos questions sur l'Ozempic. Oui, il y en a qui font. Bon. Alors donc, quand je vous dis que vieillir, c'est pas une maladie, au Québec, comme dans toutes les sociétés occidentales où on s'est donné un modèle, où c'est tellement, je veux dire, l'alimentation riche en sel, en sucre, dénaturée, qui est toxique pour votre métabolisme, pour votre physiologie. C'est pas un reproche que je vous fais, là. Voyons donc, elle est partout. C'est beaucoup plus facile d'avoir accès à cette alimentation-là. Allez sur le campus de n'importe quelle université, regardez ce qu'il y a des machines distributrices. Des cochonneries. Bon, c'est pas un reproche que... Donc, l'étudiant, lui, il va prendre ça parce que c'est ça qui est disponible. Comprenez, l'offre est omniprésente partout. Fait que donc, là, moi, je suis pas ici pour faire des leçons de morale, dire aux gens, vous mangez donc bien mal, vous bougez pas. Non! C'est qu'on est pris dans un tourbillon de la vie où on a besoin de mettre ça à pause et dire qu'est-ce qu'on peut faire, OK? L'activité physique, c'est le meilleur médicament pour vieillir moins rapidement, rester en santé.
c'est le meilleur médicament, pas pour vous faire vivre plus vieux, mais retarder le moment où vous allez avoir des maladies chroniques qui vont vraiment avoir un impact sur votre qualité de vie. Puis l'autre point aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard. J'oublierai jamais. Vous avez vu tantôt, je vous ai montré des images avec le scanner. Il y avait une collègue à Harvard qui avait fait une étude. Tous ses participants avaient 85 ans et plus, elle leur a fait faire de la musculation. Ah, puis? Les muscles ont hypertrophié autant que chez des jeunes. Autant. Bien, vous allez dire, voyons, ça se peut pas, Jean-Pierre. Mais c'est sûr que les muscles étaient plus petits, ils étaient atrophiés. Mais le pourcentage d'augmentation était le même que chez des jeunes. Il n'est jamais trop tard. Alors, je veux juste montrer, vous savez, tantôt, je disais qu'on a fait des études où on a transformé les habitudes de vie d'hommes avec obésité viscérale. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour voir. Comme dirait Roger Brulotte, regardez celui-là, là. Ça, regardez, il n'était pas très gros, cet homme-là, un indice de masse corporelle à 33. C'est de l'obésité très, très commune. Regardez-le après un an. Comme dirait Roger Brulotte, bonsoir, elle est partie. Vous avez vu le gros avant dedans, comment il a fondu? Puis ça, c'est pas héroïque. Si ce participant-là était là après-midi, il vous dirait, ils ne m'ont pas mis au régime. Ils ont juste nettoyé un petit peu mes habitudes alimentaires, mais j'ai bougé tous les jours, par exemple. Mieux que ça, c'est un patient que nos collègues chirurgiens cardiaques avaient opéré, ils ont ouvert le thorax, ils ont fait des pontages orthocoronariens, donc diabétique de type 2, cardiaque, exactement la même recette que chez le participant précédent. Lui, il n'a pas perdu de poids après un an. Vous n'avez pas besoin d'être un expert ou un expert pour me dire que regardez le gras par en dedans, comment il a fondu. Et avec le docteur Éric Larose, on a scanné aussi le cœur. Alors ça, vous voyez ici le muscle cardiaque. Puis ce que vous voyez ici, qui enveloppe le cœur, c'est toute la graisse épipéricardique qui enveloppe le cœur. Même chose, regardez, là, vous n'avez pas besoin d'être un expert en imagerie pour voir que toute cette graisse-là qui enveloppait le cœur, elle a fondu, sans perte de poids. Mais ce patient-là, il faisait 160 minutes d'activité physique par semaine. Bon. Et là, l'histoire que je vous raconte après-midi, je l'ai racontée à moult ministres de la Santé, puis là, oubliez les diapos en anglais, je les ai mis parce que je suis très excité, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai un collègue australien qui a réussi à faire cette étude-là. J'aurais aimé la faire ici au Québec, mais lui, il a réussi à le faire. C'est une étude qui va avoir un impact majeur. Ça secoue les colonnes du temple dans tous les systèmes de santé à travers la planète. Alors, qu'est-ce qu'a fait le docteur Luigi Fontana? On va passer ça. Comme il n'était pas capable de convaincre, en Australie, ça s'appelle Medicare, il n'a pas été capable de convaincre son ministre là-bas d'investir dans un programme de prévention. Il était chanceux, il y a un donateur qui a donné 15 millions de dollars. Il dit, docteur Fontana, votre étude, faites-la. Qu'est-ce qu'il a fait avec les 15 millions de dollars? Il a pris 3 groupes de médecine familiale à l'IGMF, comme on a ici, il en a pris 3, qui prenaient en charge 6 000 patients. Puis là, avec son 15 millions de dollars, il y avait les moyens d'engager des kinésiologues, des nutritionnistes, des spécialistes du changement du comportement. Puis là, pendant un an, ils ont fait ce qu'on a fait, nous, à une plus petite échelle à l'Institut de cardiologie. Mais là, imaginez, ils l'ont fait sur 6 000 patients. D'accord? Et comme, c'est là que l'histoire s'en vient très intéressante et excitante, comme c'était 6 000 patients dans 3 GMF, il était en mesure de déterminer, puis on montré ces chiffres-là au ministre de la Santé là-bas. Regardez, monsieur le ministre, combien est-ce qu'il y avait de journées d'hospitalisation avant que notre programme arrive. C'est ça que vous ne voyez pas derrière, mais je vais vous dire, il y avait chez ces 6 000 patients-là, le nombre de jours d'hospitalisation, 2506 jours d'hospitalisation avant l'implantation du programme. OK? Pendant l'année où ils ont dépensé 15 millions, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais Jean-Pierre, ça a coûté beaucoup d'argent. Oui, mais il y a eu 51% moins d'hospitalisation. Une journée à l'hôpital, ça coûte cher. Je vais vous montrer ça. Alors, du 15 millions, nous autres, on avait proposé ici à notre ministre de la Santé, monsieur le ministre, je peux vous faire quelque chose pour 1 000 $ par patient par année. Un cas de prix, ça coûte trop cher, on n'a pas moyen de faire ça. OK. Regardez, eux, en Australie, ça a coûté 2 000 $ par patient. Sauf que le coût moyen d'une journée à l'hôpital, c'est 6 000 $. OK? Donc, ils ont réalisé, en dépensant leur
incluant le 15 millions de dollars qui avaient été dépensés parce qu'il y a eu un don d'un donateur, ils ont sauvé, avec ces 6 000 patients-là sur un an, ils ont sauvé 9 millions de dollars. OK. 9 millions! Puis là, ben, dans l'article, on dit, ben, si on déployait ce programme-là à la grandeur de l'Australie, on aurait épargné 30 milliards de dollars. Vous voyez ce que je m'en vais avec mon histoire? Là? Si on investissait, ah oui, mais ça coûte de l'argent dans le corps de prix, ça va nous... Mais oui, mais on va le sauver plus tard, comprenez? Hey, là, ils ont diminué le nombre d'hospitalisations de 50%. Ça soulage les urgences un peu, ça? Pensez pas? Je pense que ça vaudrait la peine qu'on essaie. Mais ça, je peux vous dire que, donc, c'est en train de secouer les colonnes du temple. Et donc, maintenant, dernière partie de ma conférence, parce que là, vous êtes pas mal patient avec moi. Là, ce que je viens de vous dire, ça ne va pas régler ça. Puis ça, j'aimerais vous dire que c'est une caricature, mais c'est pas une caricature. Puis moi, je suis juste un chercheur, je suis juste un directeur de centre. Ça, là, j'ai pas les capacités, j'ai pas le pouvoir de changer ça. Puis c'est pas à moi à vous dire le monde que vous voulez laisser à vos enfants. Vous comprenez que je m'adresse à vous après-midi avec beaucoup d'humilité, là. J'ai l'air comme ça à faire mon fin, là, à faire des jokes, là. Mais je m'adresse à vous avec beaucoup d'humilité. Je suis juste un chercheur. La société, c'est à nous collectivement de décider ce qu'on veut qu'elle soit. C'est à nous collectivement de décider ça. Puis regardez, quand je vous disais tantôt, on avait un colloque scientifique à l'Université de Montréal. J'aurais pu faire la même affaire. Là. Je ne veux pas rire de nos voisins de l'Université de Montréal, là, la fameuse bataille Carabin au Géard. Mais regardez, juste à la sortie, c'était un congrès de l'Association canadienne d'avancement des sciences, puis il y avait une belle publicité de l'Université de Montréal. Envie d'un avenir plein de vie, participer à l'amélioration des santé humaines, animales et environnementales. Puis regardez ce qu'il y avait dans les machines distributrices à côté. Vous voyez un peu comment on peut être incohérent parfois, puis je me moque surtout pas de nos collègues, là. On fait pareil ici. Alors, moi, j'étais un petit gars tricoté en vient de la Rive-Sud. J'ai grandi à Montmagny, j'ai la terre de mes ancêtres à Montmagny. On a de l'eau propre, on a de l'air pur, j'ai des beaux chênes, j'ai une érablière. Je suis allé dans des endroits dans le monde où ils nous envient beaucoup. Puis je me questionne beaucoup sur est-ce qu'on va laisser ça à nos petits-enfants, parce qu'il y a des endroits dans le monde qui m'ont traumatisé. La Chine, l'Inde, regardez, le ciel n'est pas bleu. Ils n'ont plus de ciel bleu, eux autres. Le ciel il est brun. Quand on atterrit, là, on regarde à l'horizon, on voit Shanghai, Beijing, le ciel il est brun. C'est un dôme brun. Brun. Alors que, comme je vous disais tout à l'heure, au début de mon exposé, quand on regarde maintenant, puis ça, c'est pas Jean-Pierre Després qui vous apprend ça cet après-midi, quand on regarde les facteurs qui affectent la santé d'une personne, bien, les soins de santé, c'est très, très peu par rapport à l'ensemble des facteurs environnementaux, sociétaux dont on a parlé un peu cet après-midi. La façon dont on va prendre soin de nos milieux de vie va être absolument déterminant de la qualité de notre santé, entre autres respiratoire, notre santé cardiovasculaire. Vous savez que la pollution, ça tue des millions de personnes dans le monde. Et là, je ne dis pas ça, vous faites du sensationnalisme. Imaginez ce que vous respirez, ces cochonneries-là se retrouvent dans vos artères. Il y a une étude spectaculaire qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine maintenant, où on trouve du plastique dans vos artères coronaires. On trouve du plastique dans votre cerveau. OK? Et donc, pour nos enfants, on ne voudrait pas que ça se termine comme ça. Notre eau, ben, il est en train de se passer ça. Puis moi, je viens d'un milieu rural, agricole. Je regarde la façon dont on traite nos terres. Puis je ne suis pas en train, encore une fois, surtout pas. Comme tantôt, vous comprenez que je ne blâme pas les médecins là, pour cette situation-là. Pas plus que je blâme nos agriculteurs. Nos agriculteurs, ils doivent produire puis survivre dans un contexte économique extrêmement difficile. On peut-tu, ensemble, décider du mode de production agricole puis d'arrêter d'étendre du Roundup qui va détruire nos nappes phréatiques, ce qui fait que nos puits vont être contaminés éventuellement. Alors, il faut qu'on réfléchisse à tout ça ensemble. C'est pour ça que j'ai sauté à clôture, puis qu'en 2019, j'ai accepté de prendre la direction de VITAM, Centre de recherche en santé durable, puis là, je vais aller vite. Quand je vous dis, je vais sauter des diapositives. Non. Mais avec vous autres, on a dit, OK, c'est un centre de recherche, on va faire quoi?
Puis, c'est quoi qu'on va se donner comme modèle? On a beaucoup travaillé à réfléchir sur la santé durable. Avec des collègues de l'Université Laval pendant 1 an et demi, on s'était donné une définition très académique de la santé durable. Je n'oublierai jamais ma première rencontre quand je suis arrivé avec ma petite valise de vitamines, puis je suis allé voir le maire Labaume. Je lui ai dit, regardez, monsieur le maire, c'est ça notre définition de la santé durable, voici qui on a. Il m'a regardé. Ouais. Connaissez notre maire, qui était. Ouais. Ben écoute, j'ai une vague idée de ce que tu veux faire, là, mais je ne suis pas capable d'en parler. OK? Puis là, on tournait, il travaillait avec des gens comme vous autres. On a dit, monsieur le maire, il ne comprend pas. Puis je ne suis pas sûr, donc, que si lui comprend, ça va être. Il comprend. S'il ne comprend pas, ça ne sera pas bien utile. Puis vous autres aussi, vous avez besoin de comprendre. Puis les citoyens nous ont dit la même affaire. On dit, Jean-Pierre, on ne comprend pas plus, nous autres non plus. Là. On peut-tu travailler à quelque chose qu'on va être capable, d'en parler? Et donc, on est arrivé à cette définition, je l'appelle, moi, citoyenne de la santé durable. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie, un environnement sain, sur une planète en santé. Depuis qu'on a ça, des après-midi comme vous autres, moi j'appelle ça des conversations citoyennes. Il n'y a pas un citoyen au Québec. Là, ça fait des milliers que je rencontre. Je n'ai pas fait des milliers de rencontres citoyennes, mais une couple de centaines. Pas personne qui me dit ça, c'est pas une bonne idée. Parce qu'un esprit sain dans un corps sain, vous l'avez vu tantôt, c'est pas ça qu'on fait au Québec avec nos enfants dans les écoles publiques. On fait des tailles pleines dans des corps malades. Puis je l'ai entendu beaucoup à grandeur du Québec. Milieu de vie, environnement sain, bien on réalise, ben oui, tous et toutes ensemble, nos groupes communautaires, tout ça, on peut se tricoter plus serré, puis on peut faire plein de choses pour contribuer à notre santé physique et mentale, puis ben, réfléchir aussi à laisser une planète en meilleure santé pour nos enfants. Donc, vous voyez, notre centre de recherche est centré sur, ça c'est un mot auquel je tiens beaucoup, des conversations citoyennes, du type qu'on a. Là, je parle beaucoup, mais après, on va jaser. Oui. Ça, c'est notre organigramme, pas pour que ça soit lu derrière, c'est juste pour vous montrer, regardez, il y a des citoyens. Chez nous, à Vitam, les citoyens sont partout dans notre organigramme, ils sont sur nos bureaux de direction, ils sont sur tous les comités. Il n'y a aucune décision qui se prend à notre centre de recherche sans qu'elle reçoive l'aval des citoyens. Moi, je les appelle mes patrons, mes patronnes. Patron, patronne, ça a-tu de l'allure, ce dont on est en train de parler? Si ça n'a pas, vous nous le dites. Alors, à Vitam, les patrons, c'est vous autres. Et, je suis retourné voir le maire Labaume, qui nous a donné un appui enthousiaste. Il faut que vous connaissiez l'histoire, parce que le gouvernement du Québec a lancé un concours en 2019 pour créer 4 nouveaux centres de recherche, grâce à l'appui du maire Labaume, qui a dit, ce centre de recherche-là, il est important, les citoyens en ont besoin. Bien, on a été reconnus, puis on est financé maintenant depuis 2019. Puis depuis qu'on a maintenant Bruno Marchand, je n'ai pas besoin de vous dire que Santé durable, c'est 2.0. Notre plus grand ambassadeur de cette démarche-là, c'est notre maire à Québec. Et d'ailleurs, juste pour vous donner une idée, l'Organisation mondiale de la santé, vous savez ce que je parle cet après-midi, là? L'Organisation mondiale de la santé dit la même affaire. Le maire m'a dit, Jean-Pierre, viens-tu avec moi, on va aller à l'Organisation mondiale de la santé et leur raconter ce qui se passe à Québec. L'Organisation mondiale de la santé est absolument séduite par ce qui se passe à Québec. Parce que vous savez ce qu'ils nous ont dit? L'Organisation mondiale de la santé, nous en a peut-être souvent parlé, là, mais ils vont de recommandations, mais on dit, sans vous autres, on n'est rien. On est des rapports qui vont dormir ces tablettes. On a besoin que les diagnostics qu'on pose, puis les recommandations sont faites, soient embrassées par des pays, par des provinces, par des municipalités. Sans ça, c'est des rapports qui dorment sur les tablettes. On a besoin de vous autres. Et c'est ce qu'on est allé leur dire. Nous autres, à Québec, au Québec, il se passe ça en ce moment. On est en train de jaser avec des citoyens, des citoyennes. On ne vient pas vous dire ce qu'on va faire. Parce qu'avant de vous dire ce qu'on va faire, on va écouter les citoyens et les citoyennes. Puis moi, c'est ce que j'ai dit à mon maire. Toutes les places où je vais, puis je vais le faire l'après-midi, là, je lève la main comme ça, puis je dis, je m'engage. Le gars qui vient vous parler l'après-midi, là, il vous fait la promesse de ne pas vous décevoir. Je m'engage à ça. Ça, vous pouvez compter là-dessus. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. Et je vous promets, par exemple, qu'on va travailler fort. On a des partenariats internationaux. Il y a des endroits dans le monde. Là, il est venu nous visiter il y a 2 semaines. Le docteur Jacques Cornu a créé une organisation qui s'appelle Unisanté. Il est en train de faire exactement la même chose. Il y a des quartiers complets dans la ville de Lausanne qui sont en train de se réorganiser avec les groupes communautaires, les citoyens. Ils sont en train d'installer des centres de santé, et non pas des GMF, des centres de santé. On parle de beaucoup plus large que
en termes de prestations de services pour offrir aux citoyens ce qu'ils ont besoin dans des quartiers spécifiques. Et je vais terminer là-dessus. Le 6 avril dernier, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'opportunité de visiter l'Agora à l'Assemblée nationale. C'est un endroit magnifique. Oui, oui. Puis on a l'opportunité, si on applique, l'opportunité de pouvoir organiser des événements. Fait que nous autres, on a voulu organiser un événement citoyen à l'Assemblée nationale. C'est un samedi après-midi. On s'est dit samedi après-midi, belle journée de printemps, il n'y aura pas un chat. Ben, l'Agora était pleine. Puis ben, je leur ai raconté, l'événement s'intitulait « Mon parcours au cœur de la santé durable ». Puis là, le bonhomme a fait exactement ce qu'il fait avec vous autres cet après-midi. J'ai raconté l'histoire d'un vieux chercheur qui est profondément déçu, puis qui vient raconter l'histoire de ce qu'on essaie de faire. Puis au moment où je parlais de Vitam, que je parlais de la révolution active, il y a des papas et des mamans dans le fond de l'Agora qui se sont levés puis il y avait une petite pancarte verte. Puis il y a une petite fille, une des enfants des parents, là, qui est venue me voir avec la petite pancarte verte, qui me dit « Tiens monsieur, c'est pour toi. » C'est quoi? Prêt pour la révolution active. Oh, Merci. bon,